Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la théorie de la mondialisation. Je suis dans le chapitre 3 sur le tour du monde d'un jeans à la page 12 et je vais vous expliquer toute la théorie donc sur cette mondialisation. Donc vous avez fait votre tour du monde d'un jeans et grâce à cela, vous avez vu que la mondialisation allait à différents endroits et était complètement répandue dans le monde. En fait, la mondialisation, simplement, c'est le fait de devenir mondial, de se répandre dans le monde entier. C'est un terme qui a été développé dans les années 50 et qui s'est généralisé surtout dans les années 80. Alors, ça n'a pas été fait du jour au lendemain, évidemment. Il y a eu plusieurs phases à cette mondialisation. Et Monsieur Brodel a déterminé qu'il y avait 3 phases. La première phase a eu lieu entre le 15e et le 19e siècle. En fait, c'est la phase des grandes découvertes. Vous savez que Christophe Colomb et les autres ont découvert les différents continents, le continent américain, l'Inde, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à échanger des marchandises. On a, dû, on a donc eu du capitalisme marchand entre les différentes zones du monde. Rien que le fait de découvrir les continents, le fait que les populations, les grandes découvertes aient eu lieu, fait qu'il y a un début de mondialisation. On commence à se répandre dans le monde entier, on commence à échanger. La deuxième phase est plus récente, elle a eu lieu entre 1840 et 1918. C'est la phase de la révolution industrielle. Vous vous souvenez, la révolution industrielle, elle a démarré en Angleterre et elle s'est répandue progressivement dans le monde. Cette révolution industrielle a induit qu'il y a de plus en plus de production, vu qu'on produit grâce à l'industrie. Et donc cette production, on peut l'exporter, l'envoyer dans d'autres pays pour la vendre. Donc le marché s'étend, on a de plus en plus d'échanges de marchandises cette fois-ci. En même temps, on a la création des empires coloniaux. La Belgique, je vous rappelle, a eu comme colonie la RDC, la République démocratique du Congo, même si ce n'est pas exactement une colonie vu que c'était la propriété du roi. Ben, le fait que ce soit à la Belgique, il y a eu des échanges particuliers entre le Congo et la Belgique. Chaque pays a effectué cela. Vous savez que la France a eu plusieurs colonies, le Portugal, l'Espagne, plusieurs colonies aussi, l'Angleterre, etc. Il y a des échanges particuliers qui se sont faits grâce à la colonisation et au réseau colonial. Troisième phase, la dernière dans laquelle nous nous trouvons, elle a eu lieu à partir des années 1950 et c'est surtout intensifié depuis les années 70, c'est l'émergence de ce qu'on appelle une économie monde. Alors l'économie monde, c'est simplement le fait que toute l'économie est interdépendante. Ça veut dire que chaque élément économique d'un pays dépend des autres pays. On n'est plus dans une économie basée sur un pays, mais dans une économie qui est mondiale. Voilà pour la première partie. Deuxième partie, vous savez que la mondialisation, elle se développe en fonction des échanges internationaux. Et donc, on a un ensemble généralisé d'échanges de biens et de services entre les différents points de la planète. Cette mondialisation, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain, on l'a déjà vu, et c'est surtout à partir du XXe siècle, et dans les dernières décennies du XXe siècle, que le processus est devenu dominant pour structurer le monde. C'est-à-dire que ces échanges structurent le fait que le pays soit développé ou pas développé. Ça va? Ces échanges, ils n'ont pas cessé d'augmenter en volume, et ce, malgré les différentes crises économiques. Si je vous montre le graphique de la page suivante, vous voyez bien que ça ne cesse d'augmenter. J'ai rajouté à la fin une augmentation théorique si ça agissait jusque maintenant. Vous voyez que ça augmente et que même malgré le coronavirus, même s'il y a une petite diminution à cet endroit-ci, ça va repartir à la hausse. Les échanges ne cessent d'augmenter très très fort. Il y a eu aussi ici une petite diminution, c'est à cause des chocs pétroliers. Ces chocs pétroliers ont lieu en 1973 essentiellement, il y en a eu deux, mais c'est le principal, c'est en 1983, pardon. Et ce choc pétrolier fait que, en fait, les différents pays producteurs de pétrole ont décidé de limiter leur production de pétrole et donc d'augmenter les prix du marché. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et donc, comme le pétrole était trop cher, les activités d'échange ont diminué vu que le coût du transport augmentait très très fort. Mais malgré ça, après cette crise, vous voyez que c'est quand même reparti à la hausse. Alors, je vous ai mis des chiffres. En 2003, vous avez un volume de 9 000 milliards de dollars qui était échangé dans le commerce.
et on vous parle que la majorité c'est pour les marchandises et très peu pour le service. Alors on a augmentation au niveau des importations et des exportations. Je vous rappelle, et c'est important de le noter, que les exportations, c'est tout ce qui est part d'un pays et qui est envoyé à l'extérieur du pays, alors que les importations, c'est l'inverse, c'est tout ce qui est amené au sein du pays. Donc la Belgique est à la fois un pays exportateur de pommes de terre, mais importateur d'ordinateurs, par exemple. Donc chaque pays est à la fois les deux. Alors au niveau des échanges, on voit en fait que la majorité des échanges, 80%, concernent des produits dits manufacturés, le reste étant pour des produits primaires. Un produit manufacturé, c'est un produit qui a été transformé. Ça va? Un produit manufacturé, c'est un produit transformé, pas forcément fait à la main. Attention, on confond souvent. Ça va? Donc, la majorité des produits que nous consommons sont des produits transformés. Le reste, ce sont des matières premières. Une pomme, par exemple, va être une matière première, mais de la compote, ce sera un produit manufacturé. On voit en fait qu'il y a des grandes inégalités géographiques en fonction de ces échanges. On a une grande partie des pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient qui se concentrent sur l'exportation des produits primaires, de matières premières, alors que les autres parties du monde, ce sera plutôt des produits manufacturés. Du coup, on se rend compte que le monde est très structuré en fonction des types de choses qu'on exporte. Et on voit qu'il y a un rôle de plus en plus important qui est donné aux pays industrialisés, c'est-à-dire l'Europe, États-Unis, Canada et le Japon, et aussi à ce qu'on appelle les NPI asiatiques. Alors, pour faire une parenthèse générale, les NPI, c'est ce qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés. Les nouveaux pays industrialisés, en fait, il y en a 5. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, si c'est en anglais South Africa, donc on détermine par un S. Il y a donc 5 nouveaux pays industrialisés qu'on appelle les BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et ici, on vous dit que ce sont les nouveaux pays industrialisés asiatiques, donc l'Inde et la Chine, qui vont structurer fortement le monde. On le voit bien, hein, la majorité des produits technologiques qu'on a en Europe sont des produits qui viennent d'Inde et de Chine. L'Inde et la Chine sont hyper importants dans le commerce mondial. Voilà pour les notions de base. Alors, nous allons voir maintenant les différentes causes de la mondialisation. La mondialisation, en fait, a 4 causes, 4 explications, 4 choses qui expliquent qu'on en est arrivé dans un monde de mondialisation. La première cause de mondialisation, c'est la révolution des transports, aussi bien au niveau des marchandises, des personnes et de l'information. En fait, depuis les années 60, les communications n'ont cessé de s'améliorer grâce au téléphone, grâce à la fibre optique, grâce à Internet, etc. Et on voit qu'il y a donc de plus en plus de communication. Ça, c'est la première chose. On a accès à l'information et donc, si on a accès à l'information, on sait aller acheter, on sait échanger plein de choses. Deuxième chose, on a des progrès qui ont été faits dans le transport, qui est de plus en plus rapide et de moins en moins cher. Par exemple, à l'heure actuelle, vous pouvez prendre un vol pour aller dans le sud de l'Espagne pour 15 euros. Ça n'était pas le cas il y a 10 ans, 15 ans, etc. Autre chose, vous pouvez aller d'ici à Paris en train en 1h30. Alors que avec un train normal, ça va, ça ce sont les TGV, mais avec un train normal, on met presque 6 heures. Donc il y a une révolution au niveau de la rapidité des transports, mais aussi du coût. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de conteneurs. Ça va? Les conteneurs, ce sont les grands bacs dans lesquels on va mettre de la marchandise, et ces grands bacs, on les retrouve sur des camions, sur des bateaux, etc. Et les conteneurs ont permis, en fait, l'instauration de plateformes multimodales. Ces plateformes multimodales, en fait, ce sont des plateformes qui regroupent différents modes de transport, d'où multimodal. Vous allez avoir au sein d'une plateforme multimodale à la fois le transport fluvial, via des fleuves,
le transport par camion et le transport par avion, par exemple. Et ben, grâce au conteneur, il suffit d'une grue pour prendre le conteneur, le charger sur le camion, du camion prendre le conteneur, le charger sur le bateau, du bateau prendre le conteneur, le charger sur le train, et ainsi de suite. Ça va? Donc, le conteneur est beaucoup plus facile à transporter. Dernière chose au niveau de la révolution des transports, c'est qu'on va avoir la révolution des télécommunications pour les échanges de services et de capitaux essentiellement. Ça va? En fait, on voit que l'information se transporte à distance grâce aux satellites et que l'informatique a sa part à jouer. Ça va? Qui forment les télématiques, en fait. On a une multitude d'informations et d'échanges. Donc, 3 choses importantes ici. La diminution du prix, et c'est plus en plus rapide. L'utilisation des conteneurs pour les marchandises et donc des plateformes multimodales. Et au niveau de l'information, l'utilisation d'Internet et de l'informatique qui permet le développement des communications. Deuxième cause de la mondialisation, c'est ce qu'on appelle la libéralisation économique et la dérégulation des marchés. En fait, si je dois le dire plus simplement, c'est ce qu'on appelle le libre-échange. Le libre-échange, c'est simplement la volonté de pouvoir échanger sans contrainte. C'est un idéal que beaucoup essayent d'atteindre. Et en fait, c'est les États-Unis qui prônaient ce libre-échange. Donc, ils ont voulu, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, faciliter les échanges commerciaux pour faire redémarrer l'économie. Et donc, ils ont mis en place, avec d'autres pays, en 1947, ce qu'on appelle l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ou GATT, dont le but était d'abaisser les barrières douanières. Ça veut dire simplement qu'il n'y ait plus d'impossibilité d'échange. Les barrières douanières, ce sont des choses qui vont empêcher les échanges. On va faire des contrôles, on va mettre des taxes, on va bloquer les frontières, etc., etc. Donc le but, c'est vraiment d'abaisser ces barrières douanières. Évidemment, ça ne s'est pas fait n'importe comment. On a décidé l'abaissement des droits de douane, donc il y a beaucoup moins de taxes, et en même temps l'interdiction du dumping. Le dumping, c'est vendre son produit sur un marché étranger moins cher que sur son propre marché. En fait, c'est pour éviter la concurrence déloyale. Ça va qu'il n'y ait pas trop de concurrence pour les pays à l'intérieur de son propre pays, pour les produits à l'intérieur de son propre pays. Alors, ce GATT, ça va, il a été progressivement transformé. En 1995, il deviendra l'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Cette OMC regroupe maintenant 149 pays sur plus de 180. Je crois qu'il y a 193 pays à l'heure actuelle. Donc, la majorité des pays en font partie et se doivent de respecter les règles. C'est eux qui contrôlent que les règles sont bien respectées. Alors, malgré cette tendance au libre-échange, on voit qu'il y a certains pays qui sont protectionnistes, ça va, qui veulent en fait protéger leur marché, qui empêchent d'autres pays d'intervenir dans leur pays. Par exemple, la Corée du Nord est un très bon exemple, c'est un pays fermé qui ne laisse pas entrer n'importe quoi sur son territoire. La Chine aussi, ça va, qui est très protectionniste, qui remet beaucoup de taxes sur les produits étrangers, qui ne veut pas faire du libre-échange avec n'importe qui. Ça va? Donc ça, c'est la deuxième cause. Je vous rappelle, première cause, révolution des transports aux 3 niveaux. Deuxième cause, le libre-échange avec la dérégulation des marchés. Troisième cause, c'est ce qu'on appelle la division internationale du travail, la DIT. En fait, on se rend compte qu'au niveau mondial, il y a chaque partie du monde qui est spécialisée dans des pays, dans des productions, très différentes. Par exemple, en Belgique, nous sommes spécialisés, nous sommes les spécialistes de la production de frites surgelées. 80% des frites surgelées dans le monde viennent de Belgique. On peut en être fier ou pas, à vous de voir. Et donc, on se rend compte que la Belgique est spécialisée dans ça. Elle est aussi spécialisée dans la betterave sucrière, donc dans la production de sucre. Ça va? Il y a d'autres choses, c'est pour vous donner des exemples. Mais en fait, chaque partie du monde est spécialisée. Si vous réfléchissez un peu, vous le savez bien, la majorité des vêtements que vous achetez sont fabriqués dans les pays d'Asie du Sud-Est.
La majorité, pas tous, hein. La majorité. La technologie vient aussi d'Asie. Souvent, il est mis Made in China. On le sait. C'est des choses dont on n'a pas forcément conscience. En fait, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle la nouvelle DIT, les pays occidentaux sont devenus des producteurs agricoles, pas forcément de matières premières, hein, parfois de produits manufacturés comme les frites surgelées, qu'ils achètent des produits de consommation courante aux pays en développement, c'est-à-dire des pays moins riches, et qui vendent des produits incorporant de la nouvelle technologie. Donc en fait, on va acheter dans des pays comme la Chine, l'Inde, des pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, des produits de consommation courante et on les réintègre dans des produits de haute technologie qu'on revend au reste du monde. Ça va? Forcément, s'il y a des divisions du travail, il y a intensification des échanges et donc un processus productif qui change. On le voit bien avec le jeans, on l'a vu, on voit bien que tout se fait dans des pays différents, des spécialités sont différentes en fonction des continents. Dernière cause de la mondialisation, ce sont les changements politiques et culturels. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez la liste ici. Je vais tous les expliquer, mais je vous demande d'en retenir 3. Vous choisissez lesquels. La première cause, c'est l'éclatement du tiers-monde. Le tiers-monde, en fait, c'est le tiers du monde qui représente les pays les moins développés, les moins riches. Ça va? Les pays les moins développés. On se rend compte que dans ce tiers-monde-là, dans les 20 dernières années, certains pays ont réussi à se développer très très fort. Les NPI, vous vous rappelez, avec mes fameux BRICS, sont des pays qui se développent très très fort, mais à l'intérieur desquels il y a encore de fortes inégalités. Donc il y a des personnes très riches, mais aussi beaucoup de personnes très pauvres. Deuxième point, l'échec politique et économique du communisme. Le communisme, c'est un idéal qui voudrait que chaque personne gagne la même chose. Et donc, peu importe le travail qu'on fait, on a la même rémunération, on partage tout et tout est dirigé par l'État. Le communisme entraîne souvent des dictatures vu que c'est l'État qui gère tout. Et donc, en fait, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS tombe, qui est un pays communiste, l'URSS tombe et se désagrège en plusieurs pays, dont la Russie et tous les pays qui sont autour. Ça va? C'est un échec politique et économique du communisme et donc ça induit de nouveaux échanges entre ces pays qui doivent commencer à échanger entre eux. C'est aussi, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le triomphe du capitalisme. Le capitalisme, c'est l'inverse du communisme. C'est plus vous allez travailler, plus vous allez être riche. C'est beaucoup plus individualiste comme façon de penser. Et donc, le capitalisme fonctionne, on produit plus, on veut vendre plus, on veut acheter plus, et donc il y a plus d'échanges. Ensuite, émergence d'une société post-industrielle avec mutation des individus et des groupes sociaux. Vous savez la Wallonie a été une terre d'industrialisation, on l'a vu dans les chapitres précédents. Ces industries sont parties, se sont délocalisées ailleurs parce que la main-d'œuvre était moins chère. Du coup, nous sommes dans une société post-industrielle. Les industries sont parties. Et du coup, les individus qui travaillaient dans ces industries ont dû changer, ont dû se transformer, ont dû trouver un autre type de travail, se former à autre chose. Et donc, on a une mutation des individus et donc des groupes sociaux qui changent avec une émergence de la classe moyenne qui a aussi un pouvoir d'achat pour acheter des marchandises qui viennent d'ailleurs et donc augmenter les échanges. Point suivant, le développement d'une consommation de masse. Je ne vais pas m'y étendre, vous savez bien que ce point-là, il est assez facile à comprendre. On a une consommation de masse, on essaie toujours d'acheter plus tout le temps, etc. Le multiculturalisme croissant, vous voyez bien dans la société, rien que les élèves de la classe, vous voyez bien la différence culturelle qu'il y a. Regardez simplement les origines. Et forcément, si le multiculturalisme, si le nombre de cultures différentes augmente, on va avoir une intensification des échanges de marchandises. Vous êtes lié à vos origines, que vous soyez né en Belgique ou ailleurs, et vous allez faire venir rien que simplement des marchandises, de la nourriture de votre pays d'origine pour la manger. Ça augmente les échanges. Le culte de la vitesse, on veut tout de suite. On le voit bien, on commande quelque chose sur Internet, on veut l'avoir le lendemain. Ça nous fait râler de devoir attendre 2 mois, 3 mois, pour certains sites, je ne citerai pas le nom, avant d'avoir notre marchandise. Donc forcément, on veut tout de suite.
Et enfin, dernier élément, dans les changements politiques et culturels, c'est la montée de nouvelles valeurs en Occident. Le matérialisme, on est très attaché à nos objets. Si notre téléphone casse, on est perdu. Individualisme, on pense à nous d'abord. C'est nous d'abord et pas la société et l'intérêt commun avant. Le plaisir, on veut toujours se faire plaisir. Notre téléphone fonctionne, mais on veut acheter le nouveau, on se fait plaisir. Et la forme et l'écologie aussi sont des valeurs qui sont prônées de plus en plus dans nos sociétés. Voilà, j'espère que ça a été clair pour les différentes causes de la mondialisation. Donc, ce que j'ai mis en fluo ici jaune, c'est pour moi les 3 points les plus faciles à comprendre, mais vous retenez les 3 que vous voulez. Dernière partie, la mondialisation égale internationalisation et globalisation. En fait, c'est pour qu'on ne confonde plus ces 3 termes. Souvent, on se dit que ce sont des termes qui veulent dire la même chose. Or, ce n'est pas le cas. Je vais aller très vite, je vais aller à l'essentiel ici. La première chose, c'est qu'on a une explosion des échanges commerciaux à travers le monde, et cette explosion des échanges, c'est l'internationalisation. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'échanges et qu'on fait la promotion du libre-échange, c'est l'internationalisation. C'est quelque chose qui devient international. Ça va? Si la globalisation, cette fois-ci, pardon, c'est le fait que les frontières n'existent plus pour les marchandises, les capitaux et les services. Ça va? Donc c'est la globalisation. Elle supprime donc la notion de frontières grâce à la communication, aux télécommunications même, et à cette vitesse de communication. Et la mondialisation, c'est à la fois l'explosion des échanges qui fait la promotion du libre-échange et le fait que la notion de frontière est supprimée grâce à la vitesse de communication. Il faut donc les deux pour avoir mondialisation. Alors que les autres, c'est une